Tunisia Bene House vous offre cette émission. Très heureux, nous sommes, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission Le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Merci d'être toujours à ce rendez-vous de votre émission sur Guérita TV Monde. Les règles du jeu, les rubriques, elles n'ont pas changé. Béranger Boléon est déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Béranger Boléon, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Bonjour à vous, Latifat Kowino. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec elle que nous allons prendre connaissance, comme de coutume, du contenu des titres parus à la une ou les titres parus à la une des différents quotidiens. Béranger, c'est à vous. Bonjour, fidèles internautes de Guérita TV Monde. On démarre la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué, Maison La Guérite, qui titre en sa manchette du jour « Siphonnage de milliards annoncé par l'ex-ministre Paulin Akpona. Voici les députés qui vont fouiller la gestion au ministère de l'eau. » Tout sur le processus de désignation des membres de la commission d'enquête parlementaire. À sa fausse manchette, on lit réforme et décision du gouvernement Talon Wilfried Rongweji au contact des populations de la vallée. À l'oreille du quotidien BAC 2025, la session de remplacement démarre le 14 juillet prochain. Le quotidien Le Télégramme de ce matin titre « Transfert Mobile Money, le gouvernement se dédouane de l'augmentation des frais de retrait. Les députés interpellent l'exécutif sur la hausse des transactions. » Le Patriote de ce jour titre « Présidentielle de 2026 en Côte d'Ivoire, Boniayi conduit une mission préélectorale. » L'événement précis, hausse des frais de retrait Mobile Money au Bénin, grogne contre MTN et Move. Le gouvernement se dédouane. Le quotidien Le Soleil Bénin Info titre « Animation de la vie politique et fin du mandat de Talon. L'UPR et BR, chacun face à ses démons. » Fraternité titre « Question orale sur l'augmentation des frais de service Momo au Bénin. Le gouvernement se justifie en attendant de convaincre les honorables députés. » Résurrection de la renaissance du Bénin. Gani Ousoglo veut donner corps à un rêve des militants, nous apprend le quotidien Nord-Sud. Le matinal Affaire Akpona et Adambi, pas d'incidence sur la vie du BR. Les assurances du porte-parole du parti Romaric Ogoualé. Bénin Intelligent titre « Hausse des frais Mobile Money, une mesure injustifiée prise sans consultation préalable. » Le potentiel culte d'action de grâce dans le département du Borgou chez les Célestes, Gbada municipal des valeurs humanistes de Talon. Maté libre de ce matin titre « Soutenance de thèse à l'université de Parakou, Arnaud Alimi Adjanouga, docteur en sciences politiques. » La Nation. À un an de la 7e mandature de la HAC, régulation renforcée du paysage médiatique, des témoignages éloquents. Le paraclet de ce matin titre « Tournée politique sans cap de l'opposition et de la mouvance sans candidat, l'exercice fastidieux des partis. » Visa Info titre « Trace d'action politique pour les élections de 2026 ». Où se situe Maître Adrien Rongweji et le PRD. L'emblème du jour à présent titre « Vacances scolaires et encadrement familial » quand les vacances testent les parents. Et on boucle la revue des titres de ce jour par le quotidien d'Akonaboué Maison, La Guérite qui titre en sa manchette « Siphonnage de milliards annoncé par l'ex-ministre Paulin Akpona. Voici les députés qui vont fouiller la gestion au ministère de l'eau. » Tout sur le processus de désignation des membres de la commission d'enquête parlementaire. Réforme et décision du gouvernement Talon
Wilfried Léandre Ngbeji au contact des populations de la vallée. BAC 2025, la session de remplacement démarre le 14 juillet prochain. Voilà tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce jour. Mesdames et messieurs, nous passons à présent au bulletin d'information, toujours avec Bérangère Bouléon. Nous démarrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Pas de conseil des ministres ce mercredi 9 juillet 2025. L'annonce a été faite par PIS FM et relayée à travers un flash info de Serge Novillon, un des responsables de la direction de communication de la présidence de la République. Pour l'heure, on ignore la non tenue de cette rencontre hebdomadaire du président Patrice Talon et ses ministres. Mais depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le Conseil des ministres ne se tient pas généralement dans deux cas. Soit le chef de l'État est en déplacement, soit le gouvernement est en congé. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, clap de fin pour les épreuves orales et sportives du BPC 2025. Au CEG Djegankwevi de Porto Novo, l'un des centres retenus, les candidats ont été évalués en anglais et en éducation physique et sportive, EPS, durant 2 jours, les lundis 7 et mardi 8 juillet. Guéri TV Monde est descendu dans ce centre pour recueillir les impressions de quelques candidats et responsables. Suivez-les ensemble. À l'oral, on nous a évalué sur l'anglais, sur les cours qu'on nous a appris à l'école. Et après ça, on nous a évalué sur le pièce, sur la gymnastique, saut en hauteur et le lancer de poids. Après ces activités, je suis sûr d'avoir tiré mon épingle et je rends grâce à Dieu. Le cours des épreuves sportives, ça s'est passé très bien. On nous a posé des questions orales sur l'anglais. On a répondu. On nous a demandé où on reste, notre nom. Et l'école qu'on dit quoi. C'est ça qu'on va. L'école que j'ai fréquentée pour venir ici. C'est ça qu'on a demandé. En EPS, on a fait saut en hauteur, gymnastique et lancer de poids. On a fait l'oral en anglais et puis on a fait le PS. On a fait la gymnastique, lancer de poids et puis saut en longueur. Pendant la phase orale, on nous a évalué sur une épreuve d'anglais et le monsieur nous a posé des questions, nous on a répondu. Il nous a posé des questions sur le test. À la phase sportive, on a eu à faire 3 choses. Le saut en hauteur, gymnastique et enfin le lancer de poids. Ça s'est très bien passé en dehors de quelques-uns qui faisaient la tête en glisse. Peut-être que c'est l'émotion, mais ça va. Nous remercions l'Éternel, nous remercions les responsables au haut niveau. Ils ont mis chacun à sa place et les travaux se sont déroulés correctement. Le chef centre nous a facilité la tâche. Et nous avons pu avoir le matériel à temps. On s'est entendu avec l'atelier d'anglais et on avait fait les répartitions. On avait 3 grands centres, Dowa, Akoramboué et Djegankwevi. Donc hier, nous avons pris 2 grands centres rapidement et on les a laissés un centre. Et hier soir, ils ont pris une partie. Voilà, on est en train de finir ce matin. Et je crois que l'anglais doit être en train de prendre les derniers que nous avons eus. Sinon, tout s'est passé correctement. Bon, l'évaluation de ces activités, c'est que les enfants ont eu le temps de faire plusieurs séquences d'activités au cours de l'année. Dans la situation d'apprentissage numéro 1 comme numéro 2, il fallait quand même qu'on puisse les évaluer par rapport à leurs aptitudes, à part ce que le sport apporte à la santé. Et ça, il faut que les enfants quand même s'expriment aussi par rapport à leur aptitude à réaliser tant ou tant. Donc cette année, le tirage a donné 3 APS, le saut en hauteur, comment on appelle la gymnastique et le lancer de poids, où ils avaient des minima à atteindre et des comportements à avoir. Donc on s'est inscrit dans la logique alors des programmes d'activité pour la promotion 3e pour le faire.
Bon, nous avons constaté quand même que, connaissant nos enfants, il y en avait qui étaient vraiment venus donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, d'autres, par contre, étaient venus, ça ressemblait un peu à de l'amusement, mais on les a ramenés à l'ordre pour leur dire que la note d'éducation physique et sportive compte beaucoup pour leur réussite aux autres phases. Et je pense qu'après cette phase, il y aura la phase de correction. Sur le terrain, actuellement, c'est la phase de recueil de données. On les a évalués par rapport à leur niveau de maîtrise. Donc, après cette phase, il y aura la phase de correction maintenant de ces niveaux de maîtrise, de ces recueils d'informations. Et c'est ça qui donnera la note qu'ils auront sur 20. Les candidats à la session de remplacement du bac 2025 démarrent les compositions dès le lundi 14 juillet au centre unique du CEG Sainte-Rita à Cotonou. La liste des admis à cette session spéciale est disponible depuis hier 8 juillet dans les centres de correction à l'office du baccalauréat et sur le lieu de composition. C'est à travers un communiqué en date du 8 juillet 2025 que le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a informé les candidats du déroulement de cette session. Elle concerne notamment les candidats ayant été empêchés lors des épreuves principales pour des raisons jugées valables. La liste officielle des admis à cette session spéciale est affichée dans les centres de correction délibération au siège de l'Office du baccalauréat ainsi qu'au CEG Sainte-Rita depuis ce mardi 8 juillet 2025. Tous les candidats retenus sont invités à se présenter au centre de composition à partir de 7 heures le jour des épreuves. Il est impératif de se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. À présent, les actualités hors de nos frontières avec Fauzia Sefou. L'actualité malienne est secouée par la condamnation d'une ancienne ministre de l'économie pour achat d'avions présidentiels. Mardi 8 juillet 2025, la Cour d'assises spéciale de Bamako a condamné Bouaré Sissoko à 10 ans de réclusion pour faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire qui remonte à 2014. À l'époque, l'achat de nouveaux avions présidentiels et d'équipements militaires sans appel d'offres avait valu aux autorités maliennes des sanctions des institutions financières internationales. La Cour d'assises spéciale de Bamako a rendu son verdict ce mardi dans l'affaire de l'acquisition controversée d'un avion présidentiel et d'équipements militaires par l'État malien en 2014. Les peines prononcées sont lourdes. Bouaré Sissoko, l'ancienne ministre malienne de l'économie et des finances de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a notamment été condamné à 10 ans de prison pour faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics, alors que des peines de prison ferme ont été également prononcées contre d'autres anciens ministres et au moins un officier de l'armée, le colonel-major Noum Dabitao, qui écope de 7 ans de prison ferme. Si le procès qui a duré 8 semaines n'a pas permis de relever le montant exact de l'achat de l'avion présidentiel malien acquis il y a 11 ans, pour la Cour, cette transaction a sans aucun doute donné lieu à des malversations. Reste que le parcours judiciaire de cette affaire n'est sans doute pas terminé. Dénonçant un procès politique, plusieurs avocats de la défense ont en effet décidé de former un pouvoir en cassation. L'achat d'un avion présidentiel pour des chiffres estimés à l'époque à près de 40 millions de dollars, 34 millions d'euros, ainsi que l'achat de matériel militaire à une société malienne, tous deux sans appel d'offres, avaient valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois de décaissement du Fonds monétaire international FMI. Le montant des irrégularités supposées avait ensuite varié en fonction des sources. En France, la police est mise en cause dans la mort d'un exilé syrien en 2024. Selon un article du média d'investigation Disclose, mardi 8 juillet 2025, la police française serait en cause dans la mort d'un exilé syrien à la frontière franco-britannique en mars 2024.
Après un an d'enquête, un consortium de journalistes est parvenu à restituer minutieusement les derniers instants du jeune homme retrouvé mort dans un cours d'eau à Gravelines Nord. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024, Djouma Al-Hassan, un jeune homme de 27 ans qui a fui la Syrie, se cache sur les berges d'un canal qui débouche sur la mer du Nord. Il attend le bateau pneumatique sur lequel il doit embarquer en direction du Royaume-Uni, sa destination. Repéré par la police, l'exilé syrien est aspergé de gaz lacrymogène, se jette dans de l'eau et se noie en quelques secondes sous les yeux impuissants des personnes déjà à bord et les lumières des lampes torches des policiers. Un consortium de journalistes a recueilli la parole de plusieurs témoins. Interceptés quelques mètres plus loin, les passagers du canot ainsi que l'association Utopia 56 alertent à plusieurs reprises les secours qui indiquent avoir mis fin aux recherches. Le corps de Djouma Al-Hassan serait retrouvé 16 jours plus tard dans un cours d'eau à Gravelines Nord sur la côte d'Opale à 500 mètres de là où il s'est noyé. Utopia 56, qui vient en aide aux exilés, a annoncé avoir déposé plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours. C'est tout pour ce bulletin d'information, fidèle internaute de Guérite TV Monde. Merci à vous, Bérangère Boléan. Nous allons vous retrouver demain, toujours avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de nous informer de la note météorologique d'aujourd'hui. Voici donc dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques. Mesdames et messieurs, la ville de Porto Novo vibrera au rythme des sons béninois et c'est avec déjà le concert de Fanico, le concert en live de Fanico qui aura lieu sur le boulevard lagunaire de Porto Novo le samedi 2 août 2025. C'est la seule date à retenir, mesdames et messieurs, samedi 2 août 2025. Soyez donc au rendez-vous pour vivre une ambiance festive, des performances en live avec les différents artistes comme Fanico. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est à prendre pour le samedi 2 août 2025 sur le boulevard lagunaire de Porto Novo. Nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Vérité de résurrection d'anciens partis après le PRD, la RD s'annonce. Le malaise de la réforme du système partisan perdure. Mesdames et messieurs, c'est l'un des titres phares du quotidien Matin Libre paru à la une ce matin. Alors que le second mandat du président Patrice Talon approche à son terme, des figures politiques semblent vouloir redonner vie à des partis que la réforme du système partisan avait pourtant voué à la disparition. En ligne ce matin dans votre rubrique l'interview matinale, le directeur de publication du quotidien Le Patriote, Marcel Zoumenou. Marcel Zoumenou, bien le bonjour. Merci, bonjour Latifat. Comment
comment analysez-vous cette volonté de résurrection de partis politiques tels que la RB et le PRD à l'approche de la fin du mandat du chef de l'État, Patrice Talon? Merci beaucoup. Moi, je voudrais partir un peu vers le début, à la genèse de cette réforme. J'avais fait plusieurs émissions à l'époque et j'avais souvent dit que j'ai l'impression que cette réforme est une réforme cosmétique en ceci que elle ne règle qu'un problème qui pour moi n'est pas pour autant un problème. C'est-à-dire, quand moi j'ai suivi à plusieurs reprises le chef de l'État qui était porteur de cette réforme, j'avais cru comprendre que l'objectif principal de cette réforme, c'était de réduire le nombre de partis politiques. Et là, j'ai vu qu'il y a comme une sorte de camisole de force. Parce que déjà, dans les anciennes lois, il y avait des dispositifs que si on les appliquait, on pouvait déjà arriver progressivement à l'élimination des partis. Et puis, moi, je peux dire, si on veut forcément imiter les systèmes politiques occidentaux qui ont 200 ans, 300 ans, 400 ans, par exemple, les États-Unis qui en sont arrivés à 2 partis majeurs. Je précise qu'il y a 2 partis majeurs, mais il y a aux États-Unis plus d'une centaine de partis. Et donc, mais il n'y a que 2 partis majeurs qui arrivent à accéder au pouvoir. Et donc, quand vous regardez tout, et vous tenez compte du fait que même si on avait 200 partis, il y en avait peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sortaient du lot et qui avaient régulièrement le député à l'Assemblée. Quand vous regardez tout ça, on se disait que il y avait une réforme cosmétique. Mais là où les premiers faux pas de cette réforme ont commencé, c'est déjà dans la charte des partis politiques. Moi, je prends tout le temps la charte des partis politiques que je lis. Quand vous prenez la charte des partis politiques, c'est l'article 18 de la charte des partis politiques qui parle des conditions pour créer un parti. Et quand vous lisez cet article 18, on a cité les alinéas, les pièces à fournir. Oui. Et c'est la dernière pièce, le dernier alinéa qui parle de l'idéologie. Et on a dit l'idéologie à titre indicatif. Vous prenez l'article 18 de la charte des partis politiques, vous allez voir cela. Et donc, pour moi, à partir du moment où la réforme n'est pas basée sur l'idéologie, mais vous êtes capable d'avoir des paniers à crabes. Et tous les partis qui ont été constitués après la réforme du système partisan, c'est des paniers à crabes. Je donne un exemple simple. Vous pouvez voir aujourd'hui, au sein du BR, un monsieur comme Emmanuel Golou, qui a été toute sa vie socialiste. Il a été président du PSD après Bruno Amoussou, qui est membre de l'International socialiste, mais qui se retrouve au BR, qui est un parti d'obédience, un parti de droite. C'est comme ça que vous allez retrouver également au sein de l'Union progressiste du Renouveau, quelqu'un comme Bruno Amoussou, mais quelqu'un comme Adrien Ombedi. Les deux sont des hommes politiques. Bruno Amoussou est toujours un homme de la gauche, il est socialiste. Et vous allez voir le maître Adrien Ombedi avec le PRD qui a toujours clamé être un parti de la droite. Et donc, les gens se sont associés et finalement se demandent autour de quel idéal ils se sont associés. Vous voyez des gens, comme je le dis, qui sont de plusieurs obédiences, de plusieurs idéologies politiques, qui se mettent ensemble pour créer des partis. Et déjà là, on peut déjà pressentir que ça n'est pas trop loin. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées, ils ne partagent pas les mêmes visions du monde. Ils ne pouvaient pas s'entendre pendant longtemps. Et donc, on ne doit pas être surpris qu'après 6 ans, déjà on sent déjà des gens qui ont envie de quitter, envie de prendre de nouveaux aides, d'être un peu plus libres. Et donc, pour moi, je dis, la réforme elle-même ne devrait pas être conduite de cette manière. Et ensuite, je dis qu'au début, il y avait déjà dans les tests fondateurs de cette réforme-là, les GM, que ça ne pouvait pas durer. Et je viens de mettre l'accent sur le fait que la charte des partis politiques, en son article 18, dire qu'on ne peut créer les partis, on n'a pas besoin en tant que tel d'idéologie pour créer des partis. Mais après, il faut voir également un autre aspect, l'aspect lié au fait que
Et quand vous suivez très bien la réforme au début, on a comme l'impression que c'est la volonté d'une seule personne, du chef de l'État, qui s'est levé un jour, qui dit, bon, tout le monde doit s'allier. Et donc, on n'a pas senti trop de débats politiques pour faire adhérer les gens à la vision du chef d'État. Moi, j'ai vu passer de temps à autre des réunions, on dit, bon, les gens devraient se mettre ensemble pour créer de grands partis. Et puis, c'est parti comme ça, comme quelqu'un qui sort quelque chose de son sac et qui met sur la table. Et donc, il y a comme une sorte de forcing qui a été senti, une sorte de manière d'obliger les gens à aller dans cette émission. Et quand vous obligez les gens à faire quelque chose, peut-être au début ils vont accepter, mais avec le temps ils vont se rebeller contre la chose. Mais enfin, le dernier élément qui peut expliquer toutes ces ambitions que nous observons aujourd'hui, toutes ces volontés, c'est la fin du régime de Patrice Talon lui-même. À la fin de chaque régime au Bénin, depuis 1991, il y a ce qu'on appelle une sorte de redéploiement politique, une sorte de changement de carte, des gens qui ont envie de se déplacer, de se positionner, et tout ça. Tout ce mécanisme-là s'observe toujours à la fin des régimes. Et quand nous sommes à la fin du régime de Patrice Talon, on ne doit pas être surpris également que cela s'observe. Cela s'observe par le simple fait que les gens ont envie d'acquérir leur autonomie politique pour être en mesure de négocier des choses, être en mesure de faire des deals politiques, soit pour apporter des gens au pouvoir, soit pour être candidat. Et donc, moi, voilà les raisons qui, selon moi, peuvent expliquer ce que nous observons aujourd'hui, qui, on doit le dire très honnêtement, est un échec de la réforme du système parti. C'est un échec, selon vous, Marcel Zoumenou, mais il n'est pas encore quand même trop tard pour quand même penser à la réussite de la réforme du système partisan. Mais il a quand même, à vous entendre, il faut sauter certains articles au niveau de la charte des partis politiques et enlever cet aspect du forcing qui plane dans le paysage politique. Oui, absolument. Je dis que pendant longtemps, on a souffert, pendant longtemps, depuis tout au moins 91, avec l'ère démocratique, on a souffert réellement des partis basés sur l'idéologie. Et beaucoup de spécialistes vous diront qu'en dehors du Parti communiste, tous les autres partis nagent dans le flou artistique sur le plan idéologique. Et donc, on devrait s'entendre à ce que s'il y a une réforme qui devait organiser ce secteur, l'idéologie soit la base fondamentale de cette réforme. Mais malheureusement, c'est comme un éléphant annoncé, mais qui est arrivé avec un pied cassé. On dit, bon, on n'a pas besoin d'idéologie. Mais autour de quoi les gens vont s'assembler pour créer les partis politiques? Et donc, cette défaillance des tests a profité à beaucoup de gens qui se sont mis ensemble. Je ne sais pas si ce n'est pas affinité géographique. Bon, on ne dirait pas cela parce qu'aujourd'hui, tout au moins, on voit des partis qui ont des militants un peu partout sur le territoire, mais peut-être pas affinité, je ne sais pas, parce que ça ne répond à aucune logique, qu'on voit des gens qui étaient socialistes s'associer avec des gens qui ont tout étant de la droite ou de l'extrême droite. Et donc, on n'a créé que des paniers à crabes, avec des gens qui ont des intérêts divergents entre eux. Et si on a observé une relative accalmie jusque-là, moi je dis que c'est parce que les gens ont peur de la présence et de la réaction du chef d'État. Sinon, dès le début, il devait y avoir les crises que nous observons aujourd'hui. Les gens n'étaient pas contents de se mettre ensemble avec d'autres. Les gens n'étaient pas contents d'être forcés à être ensemble avec d'autres. Et donc, pour moi, oui, cette réforme est peut-être opportune, mais il faut la faire autrement. Il faut la rendre un peu plus souple. Et vous voyez les États-Unis, ils ne sont pas arrivés à 2 grands partis du jour au lendemain. Ils ont 300 ans, 400 ans de démocratie. Et c'est au bout de ce processus qu'ils ont pu avoir 2 grands partis. Pourquoi nous, on veut forcément imiter les autres en disant il faut forcément qu'on ait 2 ou 3 grands partis? Encore qu'aujourd'hui, malgré les réformes, on en a une douzaine déjà. Sans oublier que en dehors de la douzaine, il y a 1 ou 2 autres partis qui ont eu leur récépissé tout récemment. Exact. Et donc, quand moi j'écoute le chef d'État au début qui disait
l'objectif c'est d'avoir entre 3 et 5, on est déjà largement au-delà des 5. Et là, on n'a pas encore fini avec le parti. Il y a d'autres qui continuent de déposer les dossiers. Simplement parce que on n'a pas mis assez de garde-fous idéologiques, de garde-fous dans les tests pour permettre aux gens de s'associer selon les idéologies. Moi, je continue d'insister sur le fait qu'on ne peut pas, en plein 21e siècle aujourd'hui, créer des partis sans qu'il y ait des idéologies qui soient à la base de ces partis politiques. Je peux bien comprendre qu'à la fin du régime, les gens ont envie de signer des accords politiques, de faire de nouveaux mariages politiques avec de nouveaux partenaires. Je comprends cela parce que le contrôle du pouvoir à partir de 2026 est un enjeu pour tous les partis. Mais je continue de vous dire que la réforme est née avec des défauts congénitaux qui aujourd'hui sont en train de se mettre en pratique et d'avoir leur effet sur la vie de ces partis. Marcel Zoumeno, l'ancien ministre Ganiou Soglo, évoque une promesse faite à sa défunte mère Rosine Soglo. Là, peut-on parler d'un acte symbolique ou d'un positionnement politique contre le modèle partisan actuel? Et est-ce que l'ancien ministre pourra-t-il vraiment concrétiser cette promesse sous le régime de la rupture? Alors, oui, symbolique, oui, parce qu'il veut faire honneur à sa maman qui est fondatrice de ce parti. Mais je dois rappeler que ce que le ministre Ganiou Soglo a dit n'est que symptomatique du contexte que je décrivais tout à l'heure. Dans quelles conditions l'ancienne RB a été contrainte d'entrer dans l'Union progressiste? Moi, je me rappelle très bien que ceux qui aujourd'hui ont créé l'Union progressiste et qui étaient partis de la RB ont fait un coup d'État, excusez-moi le terme, un coup pour destituer Liari Soglo de la tête du parti. Et c'est après avoir fait ce coup pour destituer Liari Soglo de la tête du parti qu'ils sont allés maintenant se fondre dans l'Union progressiste. Et donc à partir de ce moment, on comprend très bien que la manière dont la RB a été arrachée à la famille Soglo et puis à certains caciques, c'était pas très très catholique. Et donc qu'il y avait des ressentiments et des remords qui étaient là. Et qu'aujourd'hui, moi je suis pas surpris que le ministre Ganiou Soglo dise qu'il veut ressusciter ce parti, parce qu'on se rappelle très bien que la création de l'Union progressive a été possible grâce à des gens qui avaient trahi Liari Soglo et la famille Soglo et qui sont allés se fondre dans l'Union progressiste. Donc, c'est la première raison qui explique cela. La trahison qui était à la base. Et puis, comme je le dis, ceux qui sont de ce parti avaient un idéal. Je ne dirais pas que c'était un idéal régionaliste, mais ils avaient un idéal qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ils ne se retrouvent plus forcément dans l'Union progressiste. Donc, que Ganiou Soglo se lève aujourd'hui pour dire qu'il veut ressusciter ce parti. Et s'il ressuscite ce parti, avec leur slogan, avec le retour du logo, mais je pense que vous allez trouver une sorte d'effervescence, une sorte d'engouement qui va accompagner forcément ce parti. Parce que j'ai comme l'impression que ce parti manque, en tout cas dans la sphère politique fond, ce parti aujourd'hui manque réellement. Mais maintenant, il faut voir un peu les possibilités pour lui de le faire. Est-ce qu'il en a les moyens? Je dois rappeler que contrairement au KPRD, qui lui avait déjà été enregistré, a eu son récépissé après les réformes de 2019, et donc le PRD a eu son récépissé après les réformes de 2009, avant d'aller faire la fusion avec l'Union progressiste. Contrairement au KPRD, la RB a disparu et n'a pas pu avoir un récépissé après les réformes de 2019. Et donc, si Ganiou Soglo a envie de reconstruire ce parti, c'est qu'il faut reprendre tout à zéro. Il faut aller mobiliser les militants, en avoir 17, je crois, ou 15 par commune, à raison de 77 communes, d'organiser un congrès, de refonder le parti, de déposer un dossier au ministère de l'Intérieur et d'attendre une probabilité d'avoir un récépissé pour pouvoir exercer. Et tout ça là,
pour moi, ça relève d'un grand challenge pour lui aujourd'hui dans le contexte où nous sommes. Donc, je ne sais vraiment pas s'il peut arriver à réaliser ce vœu pour faire plaisir à sa maman. Mais je crois que le fait de l'annoncer aura déjà un effet psychologique sur les militants actuels de l'Union progressiste, mais qui étaient des anciens renaissants et qui ne sont toujours pas contents de se retrouver au nom de l'Union aujourd'hui. Mais Marcel Azoumenou, quel crédit pourrait-on accorder aujourd'hui aux partis comme la RB et le PRD dans le paysage politique national s'ils arrivaient à refaire surface? Ont-ils encore... Oui, dans le premier temps, on peut supposer que ce sont des contestataires. On peut supposer que ce sont des cas contestataires ou bien que ce sont des rebelles d'une réforme qui est en train de marcher bon an, mal an. Mais au-delà de cette analyse qui peut être simpliste, moi, à mes yeux, il faut voir la profondeur des choses. Il faut voir le malaise qu'il y a aujourd'hui que le système partisan, la réforme du système partisan a créé et qui amène les gens à réagir de cette manière. Et Madame Latifat, nous sommes à 3 mois, presque, de la date fatidique du dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Parce que c'est en octobre, entre le 10 et le 14. Mais on n'a rien qui prouve qu'il doit y avoir élection dans moins d'1 an dans notre pays. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on dit toujours que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Pendant combien de temps ces candidats auront le temps pour se préparer, présenter leur projet de société, aller battre campagne, se faire connaître par les populations, être à la population. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a un malaise que la réforme a créé et donc que les gens sont en train de se débattre pour sortir de ce malaise. Malheureusement, c'est ça. Je ne vous reçois pas très bien, madame. Les partis politiques respectent la réforme instaurée depuis quelques années. Oui, jusque-là, et depuis 2018-2019 que cette réforme est entrée en vigueur, bon, on peut dire qu'elle a plus ou moins marché et que les partis ont respecté. Mais je continue de vous dire que s'il y a des gens déjà qui commencent par s'y opposer après 6 ans, c'est qu'il faut se poser la question sur la longévité de cette réforme. Est-ce que après le départ de Patrice Talon du pouvoir l'année prochaine, est-ce que cette réforme va encore subsister? Est-ce qu'elle aura une durée de vie? Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme un chef tout-puissant qui a imprimé un ordre donné, mais après son départ, les gens vont se dire, bon, maintenant nous sommes libres, on peut faire ce que nous voulons. Donc la réforme va disparaître en dehors de ces deux. Son départ. Allô? La réforme va donc disparaître selon vous. Allô, vous me recevez? Oui, je crains que après le départ de Patrice Talon, qu'il y ait beaucoup plus de velléité de s'affranchir des grands partis qu'on a observés jusque-là. Et qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de petits partis qui vont s'affranchir pour chercher à devenir indépendants. Moi, j'ai envie de dire ça et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais outre les failles de la réforme, est-ce que le Bénin, avec cette volonté des grands leaders de renaître les anciens partis politiques, est-ce que le Bénin est réellement prêt à tourner la page du multipartisme intégral? Alors, moi, je ne sais pas qui avait décrété qu'il faut tourner la page du multipartisme intégral. Ça a été décidé à la conférence nationale de 1990. Et donc, qui est aujourd'hui le seul organe constituant, le seul constituant primaire qu'on a au Bénin, c'est la conférence nationale de 1990. Et donc, si quelqu'un devrait décider ou bien on devrait décider de ne plus faire le multipartisme intégral, il faut trouver un autre constituant qui puisse le faire. Et donc, vous savez très bien que la révision qui est intervenue au Bénin, je ne sais pas, en 2019, n'est pas consensuelle. Et donc, et qui est contestée par les gens. Et donc, pour moi, je ne pense pas qu'on ait décidé officiellement de sortir du multipartisme intégral. Et même si on avait décidé de sortir du multipartisme intégral, il faut trouver la manière pour
aller progressivement vers peut-être 2 partis, 3 partis, comme la tendance qu'on observe aujourd'hui. Il faut aller progressivement. Il ne faut pas que ça soit une camisole de force pour faire forcer les gens à aller forcément se mettre ensemble alors qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et donc, pour moi, il fallait créer un mécanisme pour obliger les gens progressivement à se mettre ensemble. Et moi, déjà, le financement public des partis était pour moi un meilleur mécanisme pour obliger les gens à se mettre ensemble. Parce qu'il suffit de dire simplement que c'est les partis qui ont un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale qui peuvent avoir le financement public. Et quand vous mettez des dispositions comme ça en place, au fil des années, vous allez voir que progressivement, les petits partis là vont se mettre ensemble pour créer de grands partis. Ça, c'est une manière d'aller aux grands partis sans faire de forcing. Aussi, il faut rappeler que déjà, la charte des partis politiques de 2013, qui a été modifiée en 2019, ou bien qui a été abrogée en 2019, avait déjà des dispositions qui encourageaient progressivement l'unification des partis pour aller vers les grands partis. Parce qu'il y a une disposition qui dit clairement que le parti qui n'arrive pas à participer à 2 élections législatives devait être supprimé. Mais on n'a jamais mis en application cette disposition. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut trouver des dispositions beaucoup plus souples pour aller progressivement vers 2, 3 ou 4 ou 5 ou plus partis politiques. C'est vrai que c'est bon, ça éclaircit le paysage politique, le débat est plus sain à l'Assemblée, il y a moins d'intrigues politiques, c'est bon tout ça. Mais il ne faut pas le faire de la manière la plus forcenée, la plus forcée. Voilà, pour terminer, Marcel Zoumenou, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours avec ces rencontres et la posture de maître Adrien Roubedi avec le président du parti, les démocrates? Doit-on s'attendre à un ralliement vers le parti pour les prochaines élections? Et que deviendra l'UP? L'UP s'il arrivait que le PRD se retirait de l'UPR? Merci beaucoup. Je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet parce que le contenu de ces rencontres entre le président et Adrien Mbeki et le président Boniya n'ont jamais été rendus publics. Et moi, j'attends de voir, mais déjà de loin, au regard du contexte, on peut supposer qu'ils sont en train de discuter des accords possibles pour aller aux élections législatives ensemble, tout au moins les législatives. Bon, pour la présidentielle, c'est une autre paire de manches, mais tout au moins pour les législatives, je crois qu'il peut y avoir un accord entre les deux pour que, au cas où le PRD et l'Union progressive n'arrivent pas à s'entendre, que le parti, les démocrates, hébergent les leaders du PRD pour les élections législatives. Et nous savons très bien qu'il y a un grand intérêt également pour le PRD de le faire aujourd'hui. Au regard des résultats des dernières élections législatives, vous regardez très bien les circonscriptions dans lesquelles le PRD, l'ancien PRD est toujours influent. Je parle de la 15e, je parle de la 19e et je parle de la 20e. C'est souvent dans ces 3 circonscriptions que le PRD a souvent eu le maximum de députés. Si vous regardez ces 3 circonscriptions, mais vous vous rendez compte que dans la 15e et de la 19e, les démocrates ont talonné sérieusement l'Union progressiste. Exact. Vous regardez les chiffres, vous allez voir. Pour la première fois, on a, dans la 19e, la circonscription de Porto-Novo, à Guégué, à Diara, et vous avez 2 députés des démocrates, 3 pour l'Union progressiste. Et je peux vous dire que les démocrates ont battu largement le PRD de l'Union progressiste à Porto-Novo. Idem également dans la 15e, qui est une circonscription où le PRD est très puissant. Vous avez vu le score que les démocrates ont fait en allant arracher, je crois, 3 députés également. Et donc, c'est cela. Donc, au regard de cela, on peut se dire que oui, le PRD veut se mettre avec un parti qui est déjà assez fort dans sa situation. Et si les deux se mettent ensemble, je crois qu'ils vont faire des raz-de-marée dans la 15e, dans la 19e, la 20e et la 20e. Et donc, ça peut être un accord politique gagnant-gagnant pour les deux partis. Mais tout ça, c'est des hypothèses parce qu'on ne sait pas de quoi ils ont parlé. On va attendre quelques jours pour voir.
comment tout cela va prendre bon. Mais si le PRD arrivait à quitter aujourd'hui l'Union progressiste, ce serait un vrai coup, un vrai poignard dans le dos de l'Union progressiste. Et ce parti va s'affaiblir après ce départ. Merci à vous Marcel Zoumeno pour toutes vos analyses. Je rappelle merci que vous beaucoup, êtes analyste politique et directeur de publication du quotidien Le Patriote. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, cher conseil. Mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission. Nous allons juste marquer une courte pause et on va retrouver juste après Anselme Orisha dans la revue de presse de ce jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Le porte-parole du gouvernement Wilfrid Liandre-Ngouebedji poursuit son périple sur l'ensemble du territoire national. Le journal La Guérite rapporte que le secrétaire général adjoint du gouvernement était au contact des populations de Bonou le samedi 5 juillet 2025. Comme à chaque étape déjà parcourue, le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion pour recueillir les doléances des populations de cette commune en présence du maire, des élus locaux, des élus communaux et des responsables départementaux, ainsi que des sages et notables. Selon La Guérite, en réponse aux différentes préoccupations des diverses couches de la société présente, le porte-parole du gouvernement a promis d'apporter des réponses claires, précises et adaptées aux réalités exprimées. Il a souligné la volonté du gouvernement de rester à l'écoute des Béninois partout sur le territoire national. Avec cette étape de Bonou, Wilfrid Liandre-Ngouebedji confirme l'orientation participative de la gouvernance actuelle qui mise sur l'échange direct pour renforcer les liens entre les institutions de l'État et les citoyens, conclut le journal. Pendant ce temps, la hausse des tarifs des services mobiles monnaie des réseaux GSM fait la une de plusieurs quotidiens ce mercredi, dont le Télégramme, l'événement précis, Fraternité, Bénin Intelligent et bien d'autres journaux. Cette augmentation des tarifs des transactions GSM qui fait couler beaucoup d'encre et de salive préoccupe également le député Joël Godonou. Selon Fraternité, le vendredi 4 juillet 2025, le représentant du groupe parlementaire Les Démocrates a interpellé l'exécutif sur les hausses abusives des tarifs des opérations mobile monnaie opérées par certains réseaux GSM. En sa qualité de vice-président du groupe parlementaire et élu de la 16e circonscription électorale, le député de l'opposition a saisi le gouvernement par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale afin qu'il apporte des clarifications au peuple. Également membre de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, le député Godonou souhaite obtenir des informations concernant la participation ou à tout le moins l'implication de l'ARCEP dans le projet des nouvelles tarifications. Cette démarche s'inscrit selon lui dans un contexte de préoccupation économique pour les citoyens béninois alors que l'économie du pays traverse une période de défis. Fraternité cherche à savoir alors la date à laquelle le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, invitera le représentant du chef de l'État pour apporter des clarifications à cette dernière interpellation de l'opposition parlementaire. Le journal rapporte d'ailleurs que le gouvernement se justifie en attendant de convaincre les honorables députés. Selon les télégrammes et l'événement précis, le gouvernement se dédouane de l'augmentation des frais des transactions GSM. Selon Wilfrid Liandre-Ngouebedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, cette décision des opérations GSM n'est ni une décision du gouvernement, ni de l'ARCEP Bénin, rapporte Fraternité. À l'en croire, les tarifs des services financiers numériques, notamment le mobile monnaie, relèvent de la régulation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Selon le journal de Ménotin, Wilfrid Liandre-Ngouebedji a précisé que la BCAO est l'instance chargée du contrôle, de l'encadrement et du suivi de ces services et non le gouvernement béninois. Il reviendra donc aux députés de chercher à savoir pourquoi une telle décision n'est pas encore appliquée par le troisième opérateur GSM et les autres pays de l'espace UEMOA, conclut Fraternité. Dans la suite de cette revue de presse, La Guérite Nord-Sud Quotidien revient sur la désignation des députés membres de la commission d'enquête parlementaire
parlementaire chargé de vérifier la gestion des fonds alloués à la fourniture d'eau potable et d'électricité dans la ville de Parakou et ses environs durant la période de 2016 à 2025. La Guérite met à sa manchette l'image des 10 députés issus des 3 groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale. Selon le journal, le président Loïc Béounou Vlavonou, qui s'est félicité de la mise en place de la commission, a mis l'accent sur les défis d'efficacité et de sérieux qui attend ses membres. Elle intervient à la suite des propos tenus par l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Polly Akponan, faisant état d'un présumé siphonnage de dizaines de milliards dans son département ministériel. L'affaire Akponan doit aller jusqu'au bout, conclut le Soleil Bénin Info. En tout cas, pas d'incidence sur la vie du Bière, a assuré Romaric Ogouale, vice-président chargé de la communication et de l'information du parti, dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotane. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le patriote Le Soleil Bénin Info nous rapporte qu'une mission d'information préélectorale du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest en amont de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025 est actuellement en Côte d'Ivoire. Conduit par l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniyahi, les membres de la mission sont arrivés à Abidjan dans l'après-midi de ce lundi 7 juillet 2025, rapporte le patriote. Cette mission, qui va séjourner en Côte d'Ivoire pendant 3 jours, aura rencontré les principaux acteurs ivoiriens, notamment les partis politiques, l'autorité électorale, les forces de sécurité, la société civile, ainsi que les représentants de la communauté diplomatique. Ces différentes consultations menées par les sages à Abidjan visent à renforcer la confiance des Ivoiriens dans le processus électoral et à garantir une élection paisible et sans accroc, souligne un communiqué du forum relayé par le patriote. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Mesdames et messieurs, souriez à la vie avec confiance et elle finira par vous ouvrir les portes du bonheur. C'était donc la citation de ce jour, mesdames et messieurs, dans votre émission Le Meilleur Réveil. Tout le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie ce matin. À la partie technique, Alphonse Boton, Patrice Aïrouton et la co-présentation avec Bérangère Boléon, Latifat Kaweno. Très bonne journée à tous ça.